Plaisir immense de vous retrouver, mesdames et messieurs, tous les matins sur Radio Espace. Les grandes gueules avec vous jusqu'au port de midi. Cela dure plus de 15 ans en terre guinéenne. Merci à vous tous qui nous rejoignez à Bokeh. Vous êtes en région, vous êtes dans la ville Carrefour. Mamou écoute les grandes gueules via notre antenne locale. Vous êtes dans la ville de Karamoko Alpha, à l'Abbé. Merci de nous choisir tous les matins, mesdames et messieurs. Gekedou écoute cette émission grâce à notre radio partenaire de ce côté. À vous tous à l'international, grâce à Cela Média, vous avez la possibilité de regarder notre émission. Vous êtes plus de 2 millions d'abonnés sur nos différents comptes. Merci encore une fois de nous donner la force tous les matins pour vous servir, mesdames et messieurs. Et ceci dit, vous qui êtes sur les réseaux, vous auditeurs, téléspectateurs, vous avez plusieurs moyens pour interagir sur nos sujets. Là, vous partez sur X, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Vous laissez vos messages là avec plaisir. Sur le coup de 10h, Aïssat Sané nous rejoindra évidemment pour lire quelques propos que vous avez bien voulu laisser là. Sinon, vous partez sur le numéro habituel 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur YouTube. Là, vous lâchez vos messages avec plaisir. Nous allons prendre vos messages. On s'intéresse à vous dans la radio tous les matins, votre préoccupation ou vos préoccupations. On parlera entre autres en politique ce matin, mesdames et messieurs. Et puis, on s'intéressera aux vrais gens dans le vrai sens du terme. Merci en tout cas à vous tous qui nous rejoignez. Les grandes gueules, c'est parti, le match jusqu'au port de midi avec toute l'équipe, avec Jacques Lewa. Léno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Ali Condé, bonjour. Bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Voilà, allez, l'homme en bleu, on finit d'abord de saluer les bonnes manières, mon petit. Je veux juste annoncer le titre. Les bonnes manières, mon petit. Akoya. Bien. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. C'est pas possible. Bonjour Lamine, bonjour à tous. C'était le tour de Roby, donc voilà. Vous savez, il y a Bapa Omar qui a demandé, qui s'est interrogé un jour, il dit, mais je ne sais pas comment Lamine recrute ses travailleurs. Ben ouais, Parce que quand on a des vais au Cabano, voyez-vous. Voilà, c'est là-bas que j'ai rencontré, comme par magie, Roby pour la première fois. Ah oui, voilà, du côté de Kaloum et tout ça. Le diable dans le noir ou dans le blanc. Et cela dure depuis combien d'années maintenant 2003, c'est bien ça, mon cher Roby. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour, 2003. Comment ça va ce matin? Ça date. Ça date, évidemment ça date. Je me rappelle, mais Christian comme ça. Ouais, t'étais pas gros. Oui, c'est ça. Tu étais squelette avec des grandes gueules. Perdu dans la Guinée. Je sais pas, tu venais des Antilles, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, Guadeloupe, pour être plus précis. Voilà. Donc, je suis un peu antillais dans l'âme, mon petit Roby. Voilà. Allez, Mohamed Ali, évidemment. Allez, maintenant, t'as le go, mon petit. Et comme par magie, on parlait justement de ce sujet ce matin parce que j'apprends des chiffres ce matin qui font froid dans le dos, sincèrement, dans les prisons. Mais c'est sauf qui peut. Des cas de mort. Même pas des prisons, ça. Non, si, du cas de Corenty déjà, mon cher Jacques Lewalino. Pour Koya là, non? Non, pas pour Koya. Je te dis, il y a un ancien détenu qui me faisait des confidences ce matin. A dit, il y a des cas de mort dans des prisons, mais on essaie de camoufler un petit peu parce que lui, il était à la maison centrale. Ah d'accord, ok. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc c'est un peu dans ce sens en fait. Allez-y, Mohamed Ali. Donc canicule faisant, en tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. C'est ce qu'on dit officiellement. Donc, officiellement. Hier, il faut rappeler les faits. 2 prisonniers, 2 détenus, certains en attente de jugement, ont perdu la vie à la gendarmerie de Koya hier, et une autre personne, donc un autre détenu à la police par la suite. Donc 3 personnes sont décédées alors qu'ils étaient dans les mains de la justice. Ils sont décédés à ce qu'on a appelé une prison. Il faut rappeler qu'à Koya, depuis le mois de juin dernier, il n'y a pas encore de prison à la mine. Il n'y a pas de prison à Koya depuis le mois de juin dernier. Souvenez-vous qu'on avait attaqué la prison civile de Koya. Oui. Et depuis, on a transféré tous les détenus, on les a éparpillés un peu partout, à Conakry, en région, etc. Depuis, la prison officiellement est fermée. Parce qu'il y avait une autre en construction. Une prison en étage en construction qui n'est finie pas encore. Depuis longtemps, le chantier est là, et puisque ce n'est pas fini, les autorités... Mais quand tu dis éparpiller les prisonniers, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les envoyer à Dubreka. Quand il y a eu l'attaque, les prisonniers qui étaient à Koya, certains ont été amenés, ont été dispatchés, dans les différentes prisons. C'est-à-dire qu'on a amené dans tel endroit, dans tel autre endroit, parce qu'on voulait fermer la prison civile de Koya. D'accord. Donc depuis le mois de juin, il n'y a pas de prison civile à Koya parce que c'est fermé. On attendait la nouvelle qui est en construction, qui n'est pas encore finie. Donc du coup, les nouveaux détenus
sont à la gendarmerie et à la police. D'accord. Vous savez, dans les locaux de la gendarmerie ou de la police, c'est généralement les gardes à vue. On les maintient là pour 48 heures, le temps normalement, le temps de gérer les dossiers. 112 heures. Le juge pour soit les libérer, 72 heures. 72 heures au maximum. Des grandes gueules. Ce qui se passe, c'est que ce qu'ils ont considéré comme des prisons, ce sont des petites chambrettes de 2 ou 3 personnes, maximum. Il n'y a que 2 ou 3 des cales, de 2 ou 3 personnes qui sont transformées maintenant en des maisons d'arrêt, si on peut appeler ça comme ça, parce que après ils ont été tellement nombreux dans ces cellules que finalement, il y en a qui ont perdu la vue à cause de la chaleur. Alors Lamine, moi je me demande comment est-ce possible comment est-ce possible que les gardiens, puisque c'est la gendarmerie quand même, le siège de la gendarmerie, c'est pas une maison isolée. Les petites cales dans la gendarmerie, ce ne sont pas de... Voilà. Donc, je suis en train de dire comment est-ce possible qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Effectivement, que des gens sont en train de mourir par chaleur, parce qu'il y a de la chaleur. Ça s'est passé à la gendarmerie, ça s'est passé à la police. Alors hier, on a entendu quand même la secrétaire générale du ministère de la Justice qui a, dans un discours qui ne m'a pas convaincu du tout, essayé de déresponsabiliser l'État. Sauf que, pour moi, dans cette situation, l'État est responsable du début jusqu'à la fin. Parce que l'un d'entre eux devrait être jugé aujourd'hui. Enfin, le verdict devrait tomber aujourd'hui. Il devrait savoir si il est condamné ou libéré. Donc, il est décédé hier. L'autre, c'était un récidiviste qui avait été condamné, mais qui purgeait, je pense, sa peine, si je ne raconte pas de bêtises, à ce niveau. Donc, ils étaient à la disposition de la justice. Et du moment où ils sont à la disposition de la justice, ils appartiennent à l'État qui a la responsabilité de veiller sur leur vie. Je suis d'accord. Et donc, je pense que c'est par négligence que ceux qui sont décédés dans les prisons, si on peut appeler ça prison, du côté de Koya, sont décédés. Et pour cela, l'État doit en tirer toutes les conséquences. Bien sûr. Dans les premiers discours, je n'ai rien vu. Mais qu'est-ce qu'il faut-il faire dans ce cas, justement? C'est qu'il faut prendre des dispositions. Il faut prendre déjà des dispositions qu'ils ont annoncées. Mais déjà, il faut, avant de prendre des dispositions pour ne plus que ça se reproduise, situer les responsabilités de ce qui s'est passé maintenant là. Parce que, et du côté de la gendarmerie, est-ce qu'il y a une communication de ce côté ou pas du tout, le haut commandement de la gendarmerie, pour savoir comment ça s'est passé? C'est pas le haut commandement de la gendarmerie qui gère, c'est le ministère de la Justice en fait. Ils étaient dans les lions. Tu parles de la gendarmerie, mon cher Mohamed. Non. Voilà. Je vais lui expliquer. Voilà. Lamine, en fait, ce n'est pas la faute de la gendarmerie, ce cas précis. Je t'explique. Parce que lorsque des personnes sont arrêtées par les OPJ, que ce soit la gendarmerie ou la police, ils les entendent. D'accord? Ils les entendent. Et généralement, ils ont le droit de les garder pendant 2 jours, 48 heures. 48 heures, Ils ont ce droit-là. Passé ce délai, ils sont obligés de les transférer le dossier directement au procureur. D'ailleurs, dès qu'une personne est convoquée et gardée à les grandes gueules, le procureur doit être au courant. Donc, ce n'est que le procureur qui peut leur accorder un délai supplémentaire de 24 heures. Maintenant, à partir de ce moment-là, les personnes en question sont directement envoyées, transférées au parquet. Le travail des OPJ, normalement, est terminé. D'accord? Maintenant, le parquet va les entendre, et ainsi de suite, peut décider s'il faut qu'un juge d'instruction soit saisi pour que le juge d'instruction, lui aussi, à son tour, continue les investigations. Donc, dans pareil cas, parce que ce que tu dis, c'est pédagogique. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Je comprends très bien. Ce qui s'est passé, il y a eu un méli-mélo en fait. Le délai de garde à vue sont passés. Mais il a bien fait de rappeler que récemment, la prison avait été vandalisée du côté de Koya. Donc, ils n'ont pas de maison d'arrêt. D'accord? C'est en piteux état. Et puisqu'ils n'ont pas de maison d'arrêt, la solution du ministère de la Justice, et c'est là tout le problème, c'est une très mauvaise solution, c'est de demander aux postes de police et des unités de gendarmerie de garder ces personnes, mais toujours, cette fois-ci, sous directement
la coordination, même pas du procureur, mais directement maintenant des juges d'instruction, parce que les délais de garde à vue sont finis, les personnes là sont placées sous mandat de dépôt. Et puisqu'ils n'ont pas de prison là-bas, on dit bon, on va utiliser vos petites cellules. C'est là le problème. Vous savez, normalement, les postes de gendarmerie et de police n'ont pas, c'est pas des prisons. Ils n'ont pas de cellules, normalement. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'expression en droit, d'ailleurs, vos tous sont pesants d'or, on dit bien garder à vue. Les grandes gueules. Si vous regardez dans beaucoup de pays, c'est même des barreaux avec des bancs à l'intérieur, c'est ouvert. Il a le droit de recevoir de la visite. Il y a beaucoup de ces droits sont reconnus. Donc, ils doivent être gardés à vue. Et comme généralement, c'est des personnes qui ne doivent pas être là pendant longtemps, donc ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de locaux. Parce que les gens arrivent et ils repartent. Soit ils sont libérés ou ils sont... ils font juste escale, en fait. Voilà, justement, c'est à peu près cela. Maintenant, le problème à Koya, c'est que puisqu'ils ont pris cette décision, les gens ont commencé à s'empiler. D'accord. Dans des cellules, si vous voulez, dans des salles inappropriées. C'est devenu des prisons alors que c'est inapproprié. D'abord, c'est petit. C'est pas fait pour ça, c'est exigu. D'accord. Et maintenant, avec la canicule et tout, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de courant. Quand on parle d'électricité, voilà une conséquence directe. Par conséquent, ils ont commencé à s'asphyxier. En fait, c'est la faute de l'État. Alors, que faut-il faire pas la faute de la gendarmerie. Je comprends très bien. Alors, qu'il faut-il faire? L'État aurait dû faire quoi? Oui. Déjà, bon, Madame Irène Nadjimalis, qui est la secrétaire générale du département, a annoncé. Ce qui est curieux, que la prison d'ailleurs qu'ils ont quittée est en meilleur état que les postes de détention qu'ils ont trouvés provisoirement. D'accord. Pourquoi on les a transférés? Donc, elle a déjà annoncé qu'ils vont rapidement réhabiliter l'autre côté et procéder au transfert dans les meilleurs délais. Pendant ce temps, il y a des cas de mort d'homme. Voilà. Ce qu'ils auraient dû faire normalement, à partir du moment où la prison est comment on appelle ça, vandalisée, ailleurs, vous savez, en Guinée, on n'a pas cette pratique, mais ailleurs, vous avez même des privés qui construisent des prisons, parce qu'ils en ont les moyens rapidement, et qui les louent à l'État. Va même au Ghana à côté, ça existe. Aux États-Unis, c'est un gros business. C'est des millionnaires. Ils construisent des prisons, ils donnent la nourriture, ils s'occupent de tout, mais c'est l'État qui utilise la prison et l'État les paye. Bien. Il y avait cela. Mais l'autre solution, à mon avis, c'est possible. C'est pas possible. Alors, non, mais dans notre cas, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans l'urgence? Tu as Forêt Karia, qui a une maison d'arrêt. Tu as surtout Koya qui est tout proche, Dubreka qui est tout proche, qui a une maison d'arrêt. Et le reste, s'ils sont nombreux, c'était de les amener à la maison centrale de Conakry. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Et ça, ils vont nous dire qu'il n'y avait pas de moyens. Sauf que quand l'État crée une situation, l'État a le devoir de s'en donner les moyens. Quand on dit justement violation des droits humains, c'est exactement un cas d'espèce. Et maintenant, ce qui se passe, les familles ont des voies de recours. Moi, j'ai appris que 2 des familles ont dit à l'État, nous ne voulons pas d'autopsie, on enterre les nôtres, apparemment ils sont déjà enterrés. Ils ont dit, on s'en remet à Dieu. Ça, c'est extrêmement grave. L'État va continuer dans ce type de bêtises. Pourquoi? Normalement, aujourd'hui, vous assignez directement l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et vous pouvez me croire, déjà l'État a reconnu que c'est sa faute. Il y aura une condamnation et il y aura une réparation pécuniaire. Parce qu'il y a une responsabilité civile de l'État qu'on peut sérieusement engager dans ce cas-là. Ça va coûter cher à l'État, mais il faut le faire. Il y a des gens qui obtiennent parfois des condamnations comme ça de l'État. Maintenant, est-ce qu'il va l'exécuter de bonne foi? Ça, c'est une autre question. Mais en pareil cas, ils savent, ils l'ont reconnu, c'est leur faute. Je ne pense pas que ce soit de la faute d'un agent de gendarmerie là-bas. Sauf si on trouvait que parmi les personnes décédées, ou même parmi les personnes détenues, qu'il y en a qui sont détenues illégalement. Là, dans ce cas-là, il faudra rechercher des responsabilités personnelles. Mais oui, la responsabilité civile de l'État est à engager dans ce dossier. Voilà. Alors, des pistes de solutions peut-être, mon cher Robien, parce que c'est bien beau ce qu'est Mohamed en train de dire. On comprend mieux comment ça se passe exactement, du procureur à la gendarmerie, à la prison. Que faut-il faire, mon cher Robien? Pistes de solutions peut-être. Les solutions, déjà, d'accord. Mais d'abord, il faut mettre le doigt dans la plaie. Parce que les témoignages font foi que les traitements, même dans ces violents, sont pires que dans les prisons. Il y a une célèbre vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux à l'époque où il y a un prisonnier qui demandait carrément aux gendarmes de le déférer pardon. Ah bon? Oui. Tu ne te rappelles pas de cette phrase? On déféré. Non, je ne te rappelle pas. Je pensais que c'était les comédiens en fait. Non,
d'accord. Dans un poste de commissariat. Parce qu'il criait, il dit Wonde Ferré. Parce que les violents. Il a vu la presse, ils ont crié et ils ont sorti le visage à travers les personnes. Ils ont dit à la police pour que les presses soient témoins de Wonde Ferré. Oui, qu'est-ce qui se passe dans ce cas pour que les gens qui sont gardés à vue éternellement puissent crier à la sorte, de les amener directement à la maison centrale? Ça en dit long sur leur traitement. Et vous avez vu, ce sont des lieux extrêmement exigus. Je ne dis pas que la maison centrale est mieux que les violents, mais l'un dans l'autre, là-bas, c'est pire. L'un dans l'autre, il faut voir un peu les conditions dans lesquelles on détient ces gens, quels sont les traitements qu'ils subissent et comment ils vivent. Vous avez vu vous-même dans votre propre chambre, pendant toute cette période de chaleur, comment c'était étouffant. Même les climatisations ne marchaient pas. On a l'impression ces derniers temps, je ne sais pas si c'est le courant ou si c'est vraiment les clims qui ne nous donnent pas. Vous n'avez pas l'impression parfois que les clims ne donnent pas ou que c'est pas suffisant? C'est la chaleur qui est excessive. C'est la chaleur. On a les parlé, premières heures de la nuit. On a parlé de canicule à Conakry pour une fois. Donc ça en dit long quand même sur les conditions de vie. Vous avez plusieurs personnes et ça étouffe. C'est des gens qui font des jours sans se laver, la puanteur, la chaleur mélangée à toute cette odeur. Ça devient franchement du gaz toxique, si vous voulez. Ça devient, des gens qui se brossent pas, qui se lavent pas, les essais, tout ça. Parfois même il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette. L'ex-prisonnier qui m'expliquait ce matin, il disait qu'il y avait des pots. Voilà. Des pots, d'accord, mais ça fait à même le sol, excusez-moi du terme, et puis les pipis et tout ça. Tu vois déjà l'odeur pimentée de l'urine. Oui, non, je veux te décrire. J'en ai pas besoin. Il est 9h, mon petit. Il faut que tu saches comment ils en sont morts. D'accord? Le gaz toxique qui les a tués, la composition de tout ça. Donc tu vois, et donc c'est pour dire qu'un peu la vie qu'ils mènent là est extrêmement difficile. Moi je voudrais quand même qu'on humanise un peu les prisons dans ce pays. Les prisons, disons les lieux de détention. Les lieux de détention. De manière générale. Qu'on humanise les lieux de détention. Les lieux de détention sont réellement des lieux de rééducation. C'est pas pas des lieux de destruction. Parce que chez nous ici, c'est des lieux qui finissent avec les gens. Quand vous en sortez, vous n'êtes plus une personne normale. Vous devenez quelqu'un de complètement perdu dans la société. Pourtant, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, à un moment donné... C'est fait pour une prise de conscience. C'est pour une prise de conscience, pour une rééducation, etc. J'ai regardé un peu la RTG hier où, je sais pas, c'était une histoire d'Ascad, où on disait qu'il y avait un programme pour la réinsertion des prisonniers, mais sauf que ce sont des prisonniers qui sont en fin de comment on dit ça, Mohamed Marais, en fin de détention, en fin de peine. De peine. Il y a une expression pour ça, non? Quand il doit sortir là maintenant. C'est en fin de peine là. Oui. Les quand il a purgé sa peine et qu'il doit sortir, c'est en ce moment-là que le programme le récupère. Le programme le récupère pour le réinsérer dans la société. Non, non, il faut déjà un programme. Ailleurs d'ailleurs, les prisonniers travaillent et ils ont un salaire. Il faut déjà, ça se passe comme ça normalement. Un programme de rééducation et de préparation à la réinsertion à l'intérieur même des prisons. Tu as oublié que là où les prisonniers au départ à Conakry, même ici, avaient les ateliers et tout ça, ils faisaient leurs apprentissages, tout ceci était devenu des cellules entre-temps. Bien sûr. Très compliqué. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Des pistes de solutions, c'est très important parce que ce que Mohamed Ali dit ce matin par rapport au haut commandement de la gendarmerie, là aussi on est muet, on ne parle pas, on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est juste catastrophique. Peut-être qu'on estime par moment que à ce stade, ça ne relève pas de leur responsabilité. Quoique. Non, c'est la justice parce que c'est pourquoi on a vu. Je comprends, c'est la justice. C'est pourquoi on a vu. C'est qu'il relate ce matin. C'est qu'il Mohamed Ali relate ce matin. Non, ça c'est un autre aspect. Je viendrai à cela tout à l'heure. Et la maison d'arrêt de Koya, c'est le projet de Charlie qui. Je viendrai à cela tout à l'heure. Laisse Charlie en paix, s'il te plaît. Je viendrai à cela tout à l'heure. L'important aujourd'hui, il faut. Charlie s'est rendu emblématique. Il faut intégrer. S'il te plaît, mon cher Roby. Allez-y, Daouda. Il faut aujourd'hui intégrer, comme il a amorcé tout à l'heure. Il faut le reconnaître quand même. Mais je suis en train de le lui reconnaître. Voilà, donc c'est pas la peine à chaque fois de le marteler. Il a eu au moins ce projet. Mais il a le mérite. Ok, il n'est plus en poste pour porter le projet à sa réalisation.
ceux qui sont là sont chargés d'achever le projet. Allez-y, allez-y, il y a Yoroko Guia qui jusqu'à présent... Bravo Charlie. Bravo Charlie. Alors, il y a une idée reçue moi je disais, les solutions aujourd'hui, il a amorcé tout à l'heure, c'est bien aujourd'hui qu'on sorte de l'idée, qu'on sorte de l'idée de prison. La prison est où on vient mourir. Lorsqu'on sort de cela de l'esprit, on peut penser, comme l'a dit la secrétaire générale hier, que notre devoir d'abord, c'est l'humanisation des lieux de détention. Mais cela peut être écrit, mais les réalités sur le terrain sont tout autres. On parle de garde à vue. La garde à vue, c'est écrit, c'est connu, c'est dit à tout le monde et c'est rappelé à tout moment que vous ne devez pas garder à la gendarmerie ou à la police, au commissariat, plus de 72 heures. Vous pouvez l'avoir 48 heures jusqu'à 72 heures. Mais allez aujourd'hui, on a vu plusieurs passages du ministre de la Justice, Charles Wright, quand d'abord il était procureur, ensuite ministre. Ces passages, oui, il est tombé sur des personnes qui étaient détenues là, qui étaient en garde à vue depuis plus d'une semaine. Il y a eu des agents qui ont été, qui ont été suspendus pour cela. Et aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui qui continue. Il y a récemment au niveau du commissariat central de Matoto, où une dame a dénoncé une certaine pratique qu'elle n'a pas appréciée. Quand vous avez votre parent, votre enfant, votre frère qui est en garde à vue, vous venez pour le voir, on vous demandait 10 000 francs. Pour que vous voyez votre frère ou en tout cas votre parent qui est en garde à vue. Ça c'est un business, hein. C'est un business. Ça c'est notre point peut-être que nous allons évoquer parce que tu te souviendras que Tamba est revenu sur les chiffres il y a peut-être 6 mois de cela. Justement. Ce qui se passait du côté de Coranty et tout ce qu'il y a autour. Là, ce que tu évoques là aujourd'hui, il y a les business de téléphone, on parle de 500 000, on parle de 300 000. Ça se passe. C'est extraordinaire. Ça se passe parce que vous pouvez recevoir des appels même à 2 h du matin venant d'une prison. Et ça, les gardes pénitentiaires ne peuvent pas dire qu'ils n'en sont pas informés. Il y a cette situation. Donc aujourd'hui, le système de garde à vue, quand même dénoncer ces gens-là. Le système de... Voilà. Je suis désolé, c'est pas de leur faute. À Kankan, on a vu. Il finit Mohamed, il finit. Aujourd'hui, il finit. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui qui est connue. Pas que les OPJ ne savent pas qu'on ne doit pas garder plus de 48 heures, 72 heures en garde à vue, mais ils continuent à le faire. Et vous savez que vous n'avez pas de prison adaptée à la détention dans la durée, mais vous continuez à maintenir les gens parce que tout simplement, vous voulez vous aussi recevoir quelque chose de ces personnes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà. J'ai vu à un moment donné ici, il y a une structure qu'on appelle Prisonniers sans frontières qui faisait des visites dans les prisons pour venir voir dans quel état les prisonniers sont et apporter parfois du savon, des seaux, entre autres, pour leur permettre de pouvoir se laver. Mais ça, vous allez le faire, mais après, quand vous revenez, vous constatez que les gens ne sont pas dans les conditions souhaitées. Parce que ici, chez nous, on considère une prison comme un mouroir. Comme quelqu'un qui vient et c'est le shaitan qui est venu. Il faut le maintenir jusqu'à sa mort. Et c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui sortent de prison. Au lieu de réintégrer la société, ils deviennent pires que ce qu'ils étaient avant. Et aujourd'hui, qu'on continue à maintenir ce rythme-là, je ne crois pas que ce soit un bon message qui soit passé et pour ceux qui sont détenus, mais aussi pour les défenseurs des droits de l'homme. Bien sûr. Il n'y a pas de ministre de la Justice ici qui soit passé, qui n'ait pas dénoncé. Peut-être qu'avec Kairaba, d'abord, on attend de voir... On se souvient, Cheikh Sako est passé dans cette émission. Kairaba, on attend d'abord de savoir à quel tour il va faire pour faire quel constat également. Mais depuis Gassama jusqu'à Cheikh Sako, entre autres, sont passés dans les prisons pour décrire la situation. Mais est-ce qu'on doit se limiter à la description de la situation ou aller à l'action? Il faut de l'action. Parce qu'à Gekedou, vous vous rappelez, au passage du ministre, il lui a été, de Charles Wright à l'époque, à son passage à Gekedou, il lui a été rapporté des prisonniers pour que vous ayez un bain de soleil, vous devez payer. Et ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 10 000.
parfois, vous payez jusqu'à 500 000 francs. Pour qui connaît, par exemple, la prison civile de Gekedou, que moi je connais, vous êtes détenu là pour que vous ayez un bain de soleil. Et cela, ce n'est pas tous les jours. Bien. Vous pouvez le faire 2, 3, 4 semaines après. On vous permet d'avoir un bain de soleil, mais ça, vous payez. Les gens meurent là-dedans, on les enterre parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui viennent demander où est mon prisonnier, où est mon parent. Donc, il y a des anonymes qui meurent. Bien. Et c'est là dans les conditions très difficiles. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. Ça en dit long, ce cas ou ces cas de décès, mon cher Jacques Lewa Leno. Tamba avait des chiffres il y a 6 mois. Peut-être on va revenir un peu plus tard là-dessus. Oui. Allez-y, mon cher ami. D'abord, pour commencer sur le cas de Koya, il faut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour l'État. Même si bien entendu il dit assumer ce qui s'est passé, donc la responsabilité de ce qui s'est passé, mais il va falloir aller au-delà d'assumer, parce que on prend l'habitude quand même d'assumer même les forfaitures dans ce pays. Vous ne pouvez pas dans le cadre d'une réorganisation du système carcéral du côté de Koya décider d'envoyer des détenus dans les violons. Les violons sont faits pour une détention qui n'excède pas les 48 heures. Ouais. Donc si ça doit excéder, on dit c'est cas exceptionnel. Mais ça ne doit pas excéder 48 heures. Parce que, évidemment, ce n'est pas fait pour ça. Ouais. Déjà dans les maisons de détention, d'après la description faite par les conseillers nationaux de la transition qui avaient fait cette tournée à l'intérieur du pays, au terme de laquelle ils avaient produit un rapport que Tamba a commenté dans cette émission. Ouais. On nous avait fait comprendre que dans les maisons de détention, pour avoir la possibilité, donc, pour prendre un peu c'est pas bain de soleil, donc pour sortir, on organisait ça à tour de rôle et c'était par groupe. Parfois, des gens, ils en avaient pour 1 heure. Ouais. 1 heure par jour. Ouais. Après, vous êtes rentré. Donc, et puis pour les conditions de détention, notamment les questions de toilettes qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, ça, non seulement les conseillers nationaux l'ont constaté, mais il y en a qui gèrent les prisons, qui, même les magistrats qui reconnaissent qu'effectivement, du côté de Mamou, par exemple, il y avait des difficultés de telle sorte. Mais aller jusqu'à garder, parce que je sais que la maison d'arrêt de Koya a été attaquée, je crois, ça doit être au début de 2023. Donc, juin 2023. Ouais, allez-y, Jacques. De cette époque jusque maintenant, ça a passé, ça fait beaucoup de temps. Et si tous les détenus de Koya, j'imagine qu'ils avoisinent la centaine, se retrouvent dans les violons de la gendarmerie et de la police, on en a combien à Koya? Il y a une compagnie de gendarmerie et peut-être le reste sont des brigades qui gèrent soit la sécurité routière ou bien les questions d'habitat. C'était le 23 juin 2023. Maintenant, la police, il y a un commissariat urbain du côté du centre-ville de Koya et puis des petits postes de police qui sont un peu éloignés des quartiers. Disons que ce n'est pas approprié. Même si on décidait de loger tous les détenus de Koya dans les bureaux des commandants de police et des agents, c'est inapproprié et ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Donc je pense que ça... Plus grave, si tu me permets à ce niveau, Lamine, ce qui fait mal dans ce cas précis, Madame Irène Adimalis, elle a bien dit que après condamnation, les gens sont amenés à Conakry. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans ces bureaux ou dans ces endroits-là sont des personnes... Attendent leur jugement. Non, attendent leur jugement et donc la loi dit qu'elles sont toutes présumées innocentes. Oui. C'est-à-dire que ceux qui sont morts là, c'est des innocents du point de vue de la loi qu'on a pris. En attendant de prouver qu'ils sont coupables, on est allé les mettre là-bas et ils y ont trouvé la mort. Je pense que de simples excuses ne suffisent pas. Oui, ça ne suffit pas. Justement. Donc, pour continuer, Lamine, puisque tu demandais les solutions, plutôt que moi d'en proposer, puisque évidemment plusieurs fois on revient sur ça, ce qu'on va dire c'est d'augmenter les prisons, d'améliorer les conditions de détention. Je vais revenir sur les recommandations faites à l'époque par le CNT. Parce que qui dit recommandation dit que ça n'existait pas. Le CNT demandait au parquet d'instruire aux OPJ placés sous leur autorité de ne mettre en état d'arrestation que pour des faits manifestement graves, même si la peine encourue peut légalement donner lieu
à une privation de liberté. Parce qu'il y en a, même si c'est pour le vol d'un téléphone, on dit détention. Parfois, vous restez là-bas pendant une semaine. Parfois même, on vous oublie. Votre dossier est perdu. Les grandes gueules. Ils ont demandé d'accroître l'organisation des audiences correctionnelles et criminelles dans les cours et tribunaux afin d'évacuer les dossiers en instance de jugement. Donc, ça, c'est les recommandations. Ça sont les recommandations que les conseillers nationaux avaient faites à l'époque. Et les conseillers plaidaient aussi auprès des magistrats pour le recours à la mise en liberté provisoire et même sous caution, mais aussi informer les prévenus de la possibilité et des conditions de la liberté provisoire conformément à l'article 1091 du Code de procédure pénale. Donc, à l'époque déjà, les conseillers nationaux disaient qu'il faut encourager, n'est-ce pas, la mise en liberté provisoire. Parfois, c'est difficile à obtenir. C'est-à-dire l'État, il ne se donne pas les moyens pour améliorer lui-même sa propre justice et donc les conditions de détention, mais ne veut pas non plus permettre aux gens de rester en liberté et comparaître librement. Même si on sait que les gens qu'on contraint à rester en détention ne présentent aucun danger parce qu'on veut faire souffrir, donc il faut tout naturellement les garder là. Et pour l'établissement des rôles d'audience dans les juridictions, privilégier les dossiers des détenus à ceux des non-détenus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent comparaître donc librement, qui sont placés sous contrôle judiciaire. Et puis il y en a d'autres qui sont en détention. On a des cas comme ça. Les plus emblématiques sont vraiment les cas dont on parle souvent parce que des gens sont connus pour parler des politiciens qui sont actuellement du côté de la maison centrale. Mais il y a des anonymes à Conakry, mais également à l'intérieur du pays dont on ne connaît pas, mais qui sont en détention, parfois qu'on oublie. Et les conseillers, pour poursuivre, sont allés jusqu'à évoquer la question de la nourriture. Parce que on se limiterait à 2 plats par endroit par jour, et les conseillers plaidaient justement à aller à 3 plats. Et puis... Tu appelles ça plat? Tu appelles ça plat? Oui, mais c'est ça, 2 plats par jour. Maintenant, les conseillers plaidaient d'aller à 3 plats et surtout de varier. Parce que le riz tous les jours, là, je crois que ça peut créer les conditions des morts. Beaucoup de sucre pour quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne bouge pas et qui ne fait pas assez de sport. Même les questions de sport avaient été évoquées à l'époque parce que les exercices physiques n'étaient pas assez encouragés dans certaines maisons de Tu n'as pas parlé de la promiscuité homme-femme, notamment du côté de Forêt-Carrière. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade-là, on ne peut plus continuer à faire des constats. Je crois que même Charles n'avait pas besoin de faire ces constats-là, parce que les constats avaient déjà été faits par ses prédécesseurs et c'était bien grave déjà au vu des citoyens. Ensuite, il y a les ONG, quelques rares ONG qu'on a permis de visiter ces prisons-là, avaient fait leur constat, mais souvent ce n'est pas pris au sérieux. On peut dire que nous sommes en transition, mais le CNT, c'est la représentation nationale. Pour cette période exceptionnelle, il va falloir quand même prendre très au sérieux ce rapport-là. À l'époque, quand on l'a présenté, M. Charles disait qu'il n'avait pas connaissance du contenu et qu'en principe, si un tel travail est fait, il va falloir le lui présenter. Alors que lui-même, quand il a fait sa tournée, il nous révélait des cas quand même assez graves. Que ce soit à Massanta, à Gekedou, dont parlait tout à l'heure Daouda, à Mandiana, des endroits où il n'y a pas de maison de détention appropriée, mais on continuait à retenir les gens qui attendent, n'est-ce pas, leur jugement, alors qu'ils ne présentent aucun danger. Il va falloir, à un moment donné, que l'État se dise « je suis en faute », mais apporte des corrections. Continuer à assumer les forfaitures ne suffit pas. Voilà, Jacques Liwa, Lino. Vous êtes chez les GG tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. À venir, on parlera de comment combattre donc l'urbanisation anarchique. La recette d'un expert. J'espère vraiment qu'il l'est. Benoît Curtis sera avec nous ce matin. Il est architecte et urbaniste. Il sera avec nous ce matin. Et puis, qui dire
de l'immigration, l'immigration irrégulière, les chiffres continuent d'inquiéter. On essaie de comprendre ce matin avec les chroniqueurs, mesdames et messieurs, puis d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Mon cher Mohamed Ali, on continue à débattre évidemment avec ce sujet parce que Tamba est revenu il y a 6 mois de cela sur les chiffres, parce qu'il y avait un rapport quand même où il a alerté au ministère de la Justice. C'était à deux doigts de dire mais non, on n'y croit pas. Ce que Tamba dit ce matin, ce que Tamba disait à l'époque, que c'était inventé de toutes pièces. Les résultats sont là aujourd'hui, tu l'as dit, en début d'émission avec ces 4 décès et d'autres d'ailleurs qui ne sont même pas signalés du côté de Coronti. En fait, on se demande pourquoi il y a cette direction. Puisque au niveau du ministère de la Justice, il y a une direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, figurez-vous, administration pénitentiaire et réinsertion des détenus. Je me demande si le mot réinsertion n'est pas galvaudé. En fait, je ne sais pas s'ils comprennent effectivement ce que ça veut dire. Parce qu'on sait, Lamine, parce qu'on entend des témoignages. C'est pour le maquillage, comme on maquille les droits de l'homme avec le ministère de la Justice. Voilà, c'est ça. Qu'ils viennent. On dit ministère de la Justice, garde des Sceaux, ministère de la Justice et des droits de l'homme. Donc, droits de l'homme est là pour maquiller. Exactement. Donc, réinsertion est là pour maquiller l'administration pénitentiaire. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a administration pénitentiaire, d'ailleurs, c'est la question. Parce que la mine, de parce qu'on sait, de parce qu'on a compris, et même à la lecture de ce rapport, vous vous rendez compte que nous n'avons pas de maison d'arrêt, nous n'avons pas de maison de détention, nous n'avons pas de prison. Nous n'avons que des centres de torture morale et de torture psychologique, de torture même physique de ceux qui entrent. Si vous entrez dans nos prisons, vous êtes innocent. Vous vous faites des amis là-bas quand vous... Il a raison, Mohamed Ali. Il a raison. En parlant de torture, si tu crois pas, tu fais une semaine là-bas et tu nous reviens. Il finit. Quand je dis que j'allais faire une immersion, qui m'a interdit? C'est pas toi non, je te parle et Antoine à l'époque. Là. Voilà. Allez. On veut te proposer. Allez, merci. Allez-y, mon cher Mohamed Ali. Voilà. Allez-y, Mohamed Ali. Non, mais il a raison, Lamine. Parce qu'en fait, quand je dis, peut-être les mots... Tu permets, à ce niveau-là, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce mot. D'accord, la torture est un fait volontaire et ainsi de suite. Mais Lamine, on te dit que des gens ont été mis comme des bétails dans des cellules. Les grandes gueules. Non, c'est pas des cales. Non, les cales, c'est vraiment dans les prisons. Ici, là, Koya, là, c'était pas dans des cales. On les met comme du bétail. Écoute bien, hein. Il fait extrêmement chaud. La toiture surchauffe. Dieu seul sait s'il y a même des plafonds. Il n'y a pas de siphon pour évacuer l'air chaud. Lamine, tu penses que ces gens-là sont morts au bout d'1 minute ou au bout de plusieurs heures? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas d'alarme? Bien. Qu'est-ce qui s'est... Non, on va il faut laisser poser continuer. la question. Non, mais on va laisser non, continuer. c'est toi qui n'es pas d'accord avec la torture. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis sûr que ces gens-là... Vous avez des preuves qu'ils ont été torturés? Certains ont dû crier quand même à l'aide. Voilà, attendez. Il faut qu'il y ait une enquête. Comment vous pouvez? Non. On en a marre d'un gouvernement qui présente toujours des excuses pour ne pas qu'il y ait des enquêtes. Il ne faut pas que les excuses d'hier viennent empêcher l'État de procéder à des enquêtes. Il faut que les ONG spécialisées, avec le gouvernement, la gendarmerie et la police aillent investiguer Lamine. Non, on se base sur les faits. Il y a des chiffres ce matin quand même, il y a un rapport. On se base sur ça. Quel rapport? À ton avis, pourquoi ce rapport, ils ne l'ont jamais rendu public? Mais non. Tu sais comment nous le sommes procurés? Du côté de... Il y a 1 an. Ah bon? Ah oui, tu sais comment nous le sommes procurés il y a 1 an? Ce rapport, tu penses qu'il est public? Et Tamba, il faut le dire, ce rapport n'est pas public. C'est nous qui avons mis la main là-dessus. Lamine, il n'a pas été publié. Il n'a jamais été publié. Il n'a jamais été publié. Il a été remis au président en personne. Et d'ailleurs, lorsque j'ai accédé à ce rapport, celui qui me l'a donné, il m'a dit, si ça sort, je suis grande gueule. Et donc, si vous vous souvenez, la première fois que j'en rendais compte ici dans ce studio, j'ai évité toutes les indications sur ce rapport-là. Oui. J'ai pas laissé d'indice. Et donc, le CNT ne l'a pas publié. Et là, ça va nous amener quand même à questionner une des prérogatives du CNT. Au-delà de la prérogative législative, celle du contrôle de l'action gouvernementale, ça nous interpelle aujourd'hui. Mais on y reviendra. Voilà. Allez-y, Mohamed Ali, pour une fois. Je suis en train de dire, vous avez compris.
Oui, j'ai compris. Ce sont des tortures que nous détenons. Mais non, tu vas pas dire ça, Mohamed Ali. Est-ce que tu as des preuves? Il faut arrêter là. Non. La pression. Non, Mohamed. Ça ne passe pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La preuve, c'est que 3 personnes. Mais non, tu parles de canicule, en même temps tu parles de torture. La mine. Mais voilà, non. Canicule, ça c'est la version officielle, ça. C'est ce que je dis justement. Est-ce que tu as des preuves qu'il y a des tortures? Alors je vais vous donner encore une autre preuve. Tu as eu des preuves qu'il y a des tortures ou pas du tout, Mohamed Ali? Non, tu dis des faits. Tu n'inventes pas, Mohamed Ali. Je n'invente pas, mais je le dis, c'est dans le rapport. Comment est-ce que quel rapport? Une chambrette de 300. Le rapport. Je vais l'aider. Mohamed Ali, une phrase pour l'aider. Incroyable. Torture. Incroyable. Les formes de torture, la mine. On va lire. Parce que il y a physique, tu n'es pas d'accord avec ça. Du tout. Les coups et les décharges électriques, ce n'est pas ça. Elles peuvent être de nature sexuelle comme le viol ou l'humiliation sexuelle, ce n'est pas ça. Ouais. Mais elles peuvent être de nature psychologique, comme la privation de sommeil ou la détention à l'isolement prolongé. Tu as dit psychologique. Mais c'est de la torture. Bon, c'est ça. C'est la torture. Allez-y, non. Mais parce que quand vous expliquez ça. Tu es comme la hack. Non, pas du tout. Tu es comme la hack. Pas du tout. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont tort. Non, pas du tout. Ce qu'ils ont fait à Babila, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont tort. Tu mélanges tout là. C'est la vérité. Non. C'est ta vérité à toi. Mais si, c'est la vérité. C'est ta vérité à toi. Allez-y, Daouda Mohamed. Déjà, heureusement que ce monsieur n'est pas devenu juge. Allez-y. Polichinelle aujourd'hui. Maintenant, tu vois. Oui, ça c'est une torture. Ce que tu fais. Tu coupes le micro, tu nous prives de parole, c'est une torture psychologique. Voilà. Donc, bien, allez, on revient. Merci à Mafata Sano, à Alassane Diallo Papoutou, l'homme de nuit, à la réalisation de cette émission. On continue le débat avec vous, mon cher Mohamed Ali, avant de donner la parole à Tamba. J'étais donc en train de dire que la mine, pour être un peu plus précis, pédagogique dessus, il faut remarquer quand même que dans ce rapport que Tamba, dont vous évoquiez tout à l'heure, là, rapport de Tamba dont vous évoquiez tout à l'heure, comment se fait-il que pour 300 détenus, on est à plus de 1700 détenus aujourd'hui? Donc, c'est une surpopulation. Du côté des Forcaria, c'est encore pire. Et il y a des descriptions même qui nous amènent, quand je vous parle encore une fois de torture, c'est que c'est bien vrai que les détenus hommes sont séparés des détenus femmes. Ouais. Sauf que les cellules des femmes se trouvent sur la route de l'infirmerie où les hommes détenus passent toute la journée à démarcher pour effectivement aller soigner les Et pendant qu'on pense qu'un détenu est à l'infirmerie, justement, à l'infirmerie, on pense qu'il est dans sa cellule. Les amis de la cellule pensent qu'il est à l'infirmerie. Donc, et puisqu'il y a d'autres cellules à mi-chemin, la question est de savoir où passent les détenus entre-temps. Exactement. Alors, Lamine, toi, tu n'as pas été détenu depuis 1930? Non. On va le laisser continuer. Comment se fait-il que depuis 1930, nous n'ayons presque pas eu à construire des prisons, des maisons d'arrêt? Parce que Koronti, ensuite à l'intérieur du pays, même de par l'architecture des prisons, vous vous rendez compte que ça n'a pas été construit, que ce ne sont pas des prisons modernes. Cette prison moderne qu'on a commencé, dont on a commencé la construction du côté de Yorokogia, jusqu'à présent, c'est pas fini. Koya, c'est la même chose. Et comme vous le savez, il y a un mythe qui entoure les constructions des prisons chez nous ici. On dit que quand tu construis une prison, il est fort probable que tu y finisses dedans. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que nous ne construisons pas de prison. Donc, il y a cette direction quand même qui, normalement, doit s'occuper de l'administration pénitentiaire, doit s'occuper de la réinsertion des détenus. En fait, une prison, c'est normalement un endroit où, quand vous êtes en conflit avec la société, vous y venez, vous réfléchissez, vous ressortez meilleur homme. Lamine, il y a des gens qui trouvent leur voie en prison. On a vu ici et ailleurs. C'est-à-dire que les conditions de détention leur permettent de réfléchir sur leur vie et de faire un recul, ensuite de prendre un nouveau chemin. Quand ils ressortent eux-mêmes, ils deviennent justement des produits de la société qui empêcheraient d'autres sur le même chemin d'y aller. L'autre jour, j'évoquais le cas d'India Kala. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, ayant passé toute sa vie, par exemple, en prison, parce qu'il y allait, je pense, à très jeune âge, 17-25 ans, et jusqu'à présent, hier, c'est le plus vieux prisonnier. Donc, il est même des éducateurs, en fait. Oui, aujourd'hui, on dit qu'il est l'imam des prisons. Ah ouais? Oui, il est l'imam. Il est devenu un imam. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, de par son histoire, peut être présenté à des jeunes pour dire, peut-être citer un exemple. Voilà, peut-être citer un exemple pour les jeunes. Il peut même être montré à ces jeunes-là de quelqu'un qui vraiment a raté ou a plutôt
à cause d'une erreur de jeunesse, a passé toute sa vie en prison. Ouais. Et que les conséquences, tout le monde peut voir en réalité. Ouais. Mais ça ne se fait pas. Bien. Parce que nos prisonniers sont ceux qui sont les plus méprisés. La seule chose, à mon avis, qui fait qu'aujourd'hui on se tourne vers les prisons, c'est à cause des partenaires qui militent dans les droits de l'homme, les ONG qui amènent justement de la nourriture, de l'argent qu'on apporte, ce qui fait que l'administration existe un tout petit peu pour pouvoir dispatcher ça. Et même ça, les prisonniers ont la moitié. Les administrateurs ont l'autre moitié, ils se les partagent. Le business qu'on est en train de... Quand tu déposes la nourriture à ton parent, faut pas mettre de la viande dans la sauce. Hein? Oui, ça c'est... mais on contrôle quand même, sinon il y a de la viande dans la sauce. Reste à l'administration pénitentiaire. D'accord. Donc Lamine, je pense qu'il faut avoir une politique pénitentiaire aujourd'hui bien définie et être sérieux dans l'exécution de cette politique pénitentiaire. Surtout, il faut y mettre un peu plus d'argent pour aujourd'hui humainement traiter nos prisonniers. Sinon, en réalité, le cas de Koya, ce qui s'est passé à Koya, ne sera qu'un autre exemple parmi tant d'autres. Je suis d'accord. On parle aujourd'hui de Koya, puisque ça a été publié, mais tous les jours, des prisonniers meurent. Justement. Ils meurent de faim, ils meurent de maladie, ils meurent de torture psychologique, ils meurent de tout en prison et personne n'en parle malheureusement. Ça passe. Torture psychologique. Mais je l'avais dit, hein. Non, t'as dit physique. Voilà. Allez, on revient à 10h, mesdames et messieurs. Très nombreux à nous suivre dans les prisons. Vous êtes à Corenty, vous êtes à la présidence de la République, vous êtes sur YouTube. Très nombreux, en tout cas, les sondages que nous avons ce matin. Vous êtes du côté de la RPT. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Espace. Vous regardez évidemment les grandes gueules. Continuez à réagir, hein, les messages. Un peu plus tard, Aïssa Sané va nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans cette émission. Elle va relayer les messages. Combattre donc l'urbanisation anarchique. La recette d'un expert. Benoît Curtis est architecte et urbaniste. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission. Que dire de l'immigration irrégulière? Les chiffres continuent d'inquiéter. On essaie de comprendre ce matin dans notre émission. Mon cher Daouda Mohamed, on va continuer le débat évidemment avec ce rapport dont Tamba faisait état il y a 6 mois de cela, si ma mémoire est bonne. On se dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Parce que quand même, si je me réfère à ce que Jacques dit ce matin, à dire que l'Assemblée a évoqué ce sujet-là, mais comment on est arrivé à ce niveau-là? Oui, manque de suivi peut-être. On a un peu l'impression que l'Assemblée ou le CNT a évoqué le sujet, mais s'est contenté simplement d'en discuter en son sein et peut-être en catimini transmettre, peut-être en catimini présenter cela au président de la République ou je ne sais pas trop. Mais le problème, c'est qu'on nous fait croire qu'on ne sait pas ce qui se passe. On nous fait croire qu'on n'a pas les données de la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas un ministre qui ne sache pas que les prisons que nous avons en Guinée, les maisons de détention que nous avons en Guinée ne répondent à aucune norme. L'exemple le plus frappant, c'est la maison centrale de Corenty. Là-bas, vous avez une composition de prisonniers, parce que quand on dit les femmes et les hommes ne doivent pas être dans les mêmes pavillons, et de l'autre côté, les mineurs que vous avez qui grandissent avec... Il y a des couples quand même là-bas. Oui, non, il y en a. Parce qu'il y a eu, on a entendu parler de grossesse du côté de la maison centrale entre des prisonniers. On y a entendu également des rapports intimes entre des hommes. Et la pédophilie également, on en a entendu à la maison centrale de Corenty, parce que quand on parle de pédophilie dans une maison centrale, dans une maison de détention, c'est parce qu'on a mis un mineur avec un adulte ensemble dans une même cellule. Donc les deux vivent ensemble ou ils ont une proximité, alors que ça ne devait pas être le cas. Plutôt, puisque les enfants grandissent, on les envoie en prison par moment et leur prison doit être des prisons spécifiques qui ne sont pas les prisons d'adultes, mais chez nous on les met tous ensemble au point qu'un enfant qui est arrivé pour avoir volé le téléphone de son voisin, il ressort avec un diplôme de braqueur désormais dans des banques ou dans des boutiques ou des assassinats, parce qu'il n'a aucune surface d'éducation. On ne l'éduque pas, et s'il y a une il n'a pas de repère. Il n'a pas de repère. Et le repère qu'il peut y avoir, c'est bien
des mauvais repères. Parce que si il côtoie un gros bandit qui a séjourné ou qui est à sa 3e détention, 4e, 5e détention, et il sort, il revient, vous pensez que l'enfant qui le côtoie en prison, lui, il va sortir avec quelle connaissance, avec quel bon exemple il va ressortir. Il va dire, ben, si lui, il est rentré, il est sorti, il est rentré, il est sorti, moi aussi, je peux faire ce qu'il fait, rentrer et sortir. Donc, il sortira avec cet exemple-là de la prison. Il n'y a pas aujourd'hui à notre maison centrale ceux qui y font du sport. C'est des privilégiés. Ils ont la possibilité d'avoir sur eux... de découvrir les jambes tous les soirs. Tous les soirs. Oui, ils ont la possibilité, le privilège de se faire doter un petit vélo sur place pour faire ces exercices, entre autres. Mais les autres, vous n'avez aucune possibilité de cela. Alors qu'à un moment donné, on nous avait par exemple annoncé qu'il y avait dans les prisons la possibilité de faire un métier. Exact. De faire un métier. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. En 2024. En 2024, ce n'est pas le cas. Parce que sur tout le territoire national. On a vu, non pas sur tout le territoire national. En Zérekoré, par exemple, en Zérekoré, par exemple, on a vu des séries de formations en pâtisserie. Et ça, je ne sais pas si ça continue, mais quand même à un moment donné, ça se faisait. On venait, on sélectionnait des femmes ou des filles ou des hommes même qui voulaient faire la pâtisserie. Une ONG s'occupait de cela. Bien. Et eux, ils peuvent sortir de prison avec un acquis. Aujourd'hui, on peut bien faire sortir quelqu'un de prison avec une attestation de menuiserie, de maçonnerie ou d'autres métiers. Bien. Mais donc, réorganiser tout ça, mon cher... Il faut humaniser les prisons. Bien. Allez, est-ce qu'on a des chiffres ce matin? Peut-être que je vais poser la question à Tamba tout à l'heure. Mon cher ami, allez-y, Roby. Tamba va aborder la question des chiffres, mais moi, ce que je voudrais particulièrement souligner, c'est sur les questions alarmantes, c'est le cas des enfants qui naissent là-bas. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ben voilà. Mais ils y naissent. Bah oui. Et ils y grandissent. Bah oui. Mais c'est ça qui est terrible. Les parents sont là, mon cher. Oui, mais c'est terrible ça. Ah bon? C'est terrible. Comment est-ce que tu veux qu'on procède? Non, mais normalement, ces enfants doivent être récupérés. Par qui? Il y a l'État. N'importe quoi. Mais l'État, on a l'action sociale. Tu parles de bébés là quand même, attendez. Oui, les bébés, oui, Lamine. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bien sûr, on a l'action sociale. Pourquoi? Tu t'entends parler? Oui, je m'entends parler. Tu t'entends parler? Comment est-ce que tu peux séparer un bébé de sa maman? Est-ce que tu vois et la maman qui décède à l'accouchement? Non, est-ce que tu vois la maman qui décède à l'accouchement, son enfant devient quoi? Daouda, c'est pas le même cas. C'est pas impossible. Non, c'est pas le même cas, je suis désolé. C'est pas impossible. On peut pas séparer, je vais dire, un nouveau-né de sa maman parce que sa maman est en prison. On peut bien le faire, Lamine. Non, on peut bien le faire. Non, je suis désolé. C'est un autre débat. Pourquoi tu sais bien le faire pourtant? Pourquoi tu circonscris quand je dis enfant, un nouveau-né? Je te parle pas seulement que du nouveau-né. Tu parles de... Je te parle de l'enfant qui a 8 ans, 6 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui est là-bas. Il n'est pas obligé d'être là-bas. Les conditions de vie ne sont pas humaines là-bas. C'est pas une obligation d'être là-bas. Bien. La mère peut bien purger sa peine, mais l'enfant ne doit pas être en prison. C'est pas un co-détenu. C'est pas un co-détenu. Il n'a pas commis les mêmes erreurs que sa maman. Peut-être qu'il a eu la malchance d'y naître, mais après... l'État doit pouvoir les récupérer. Bien. C'est là où le rôle social est imminente. L'État doit pouvoir le récupérer, quitte à le faire visiter sa maman de temps en temps en prison, mais il doit être à l'école. Et le cas de nouveau-né aussi. Non, mais non, le nouveau-né peut rester là pendant juste le temps de l'allaitement. C'est pas impossible, Lamine. Même ça aussi. Il y a des femmes qui naissent, qui accouchent et qui meurent à l'accouchement, mais l'enfant survit. Voilà. C'est bien possible aujourd'hui qu'on sépare un nouveau-né de sa maman en prison. Bien. Et il peut bien vivre cet enfant. Ça se fait ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut humaniser l'action sociale des prisons. Merci beaucoup, mon cher Roby. Est-ce qu'on a des chiffres ce matin, mon cher Tamba? Ce rapport, c'est très important d'y revenir là-dessus. Oui, il y a des chiffres. Espérons que le président, parce que finalement tout va se ramener à lui, il puisse entendre, parce que ce matin encore... dès que je suis arrivé à Matoto, j'ai mis notre radio. Et puis c'était la Guinée est un paradis de comment il s'appelle, de Merle Lead Prods et tous les autres. C'était aussi de la musique militaire, un peu comme un DJ. J'entendais un peu de la voix de Mohamed Ali et un peu de cette musique-là.
Oui. Les deux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, lui, c'est-à-dire que lui, il y a quelqu'un, sa famille l'a mis au monde, on l'a envoyé à l'école en espérant qu'un jour il viendrait prendre soin de sa famille. Et donc lui, tellement il se sent inutile, lui, on l'a mis à couper les fréquences des gens. Et il est fier de couper nos fréquences. C'est son travail tous les matins. Dès 10 h, on dit allez hop. Lui, il saute, il va, il fait ce travail et il est tout fier. Il nous écoute certainement ce matin. Et j'ai envie sur YouTube, à la répéter. J'ai envie de lui dire, non, je parle de ce brouilleur-là. Oui. Je veux lui dire, je veux lui dire qu'il peut être fier de lui, sa famille peut être fière de lui. Ils ont bien réussi à mettre au monde un brouilleur, un coupeur de fréquences. Et où les médias ont mis de l'argent, où les conditions de vie des gens doivent fonctionner. Le message est passé. Lui, c'est sa vie. Les chiffres ce matin. Bravo à lui, ce fameux inconnu qui brouille les fréquences des radios et qui en est tout fier. Je pense qu'à la fin de tout ça, il faudra lui décerner un prix, le prix du brouilleur de l'année. Voilà, ça c'était la petite fenêtre. Merci beaucoup. Pour le féliciter. Tu sais, il faut reconnaître le mérite des gens. Lui, voilà son mérite. S'il a des enfants, et voilà le mérite de votre papa. Le message est passé, Tamba. S'il a des petits-enfants, c'est ça le mérite de votre grand-père. Le message est passé, mon cher Tamba. Ses arrière-petits-enfants, voici le mérite de votre arrière-grand-père. Et on racontera cette histoire. On racontera cette histoire. Des années après, le message on racontera que votre aïeux, que ses parents ont mis au monde, votre ancêtre. Non, je vais terminer, Lamine. On racontera à ses arrière-petits-fils que votre ancêtre, qui est né, qui a été scolarisé, a eu le mérite national d'être le brouilleur de fréquences des radios privées de Guinée, et il en était tout fier. On pourra lui décerner le cheveu. Ce n'est qu'un commis qui le commet. Oui, mais tu sais, lui, qui le commet. On te met à la valeur que tu te donnes. Lui, il a étudié, et la valeur qu'il espérait obtenir, c'est celle d'un brouilleur. Et on l'y a mis et il est tout fier. J'espère qu'on écrira ça pour ses arrière-petits-enfants. Parce que c'est bon de connaître l'histoire de son papa. Ça permet de comprendre pourquoi on est ce qu'on est. Et il ne faut pas vous étonner. Que ces enfants deviennent des brouilleurs. Une génération de brouilleurs. Je veux donc poursuivre avec ça. Oui, Lamine. Lamine, pourquoi tu ne dis plus rien? Il est baba. Il est perdu. Lamine est complètement baba. Il est perdu. C'est du Tamba. Voilà. Non, c'est ça. Tu sais, dans la vie, il faut quand même se donner un minimum de valeur. Un minimum. Pas beaucoup. Parce que quand tu donnes beaucoup, tu deviens orgueilleux, arrogant. Mais un minimum de valeur. Pour refuser un certain nombre de choses. Mais quand toi, ta valeur, et tu la mets au niveau d'un brouilleur, et on te recrute pour être un brouilleur, et tu fais des pistes, on dirait un disque joker. J'entends la voix de Mohamed Ali, tu sais, les prisons, et puis la Guinée est un paradis. Les prisons, vraiment, c'est pas... Après, j'entends une musique militaire. Et puis, ils les alternent comme ça. Moi, je conduis. Je dis, mais lui ne... Quand tu dis mais... Non, c'est pas possible. Mais dans quelles conditions sont-ils morts? Tu entends Djoul bang bang. Exactement. Ennemi bang bang. Oui, armée guinéenne. Allez, on revient dans un instant. On continue le débat avec vous, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace dans votre émission Les Grandes Gueules. Tamba, bonjour. Bonjour, Lamine. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, les chiffres ce matin. Oui, les chiffres ce matin, nous sommes suffisamment revenus là-dessus pour expliquer que il y avait péril à la demeure au niveau des maisons centrales. Et puis quelqu'un me disait, regardez à la façon dont un État gère les cimetières et un État gère les hôpitaux, un État gère les prisons pour savoir c'est quoi l'âme de cet État-là, pour savoir c'est quoi les valeurs qui portent l'action de cet État. Je pense que c'est très très important de revenir sur ces chiffres jusqu'à ce que les choses se corrigent. Contrairement à Charles Reid, qui avait mal pris à l'époque qu'on lui présenta ces informations-là et qui se disait « Mais comment est-ce qu'on peut avoir une telle mission chez moi alors que je ne suis pas au courant ?» Eh bien, ça provenait bien évidemment du CNT qui n'a jamais voulu rendre public ce rapport. Lamine, sur la maison centrale, nous disions qu'elle avait été créée, qu'elle avait été construite en 1930. Nous sommes en 2024, voyez vous-même ce que ça fait. 1930, la maison centrale a été construite, celle de Coranty bien sûr, avec une capacité d'accueil de 300 places. En 1930, voyons bien que Conakry, imaginez la population de la Guinée, à cette époque, je pense qu'on peut faire la recherche
Et on verra qu'en 1930, Conakry, c'était rien. On n'avait pas, c'était pas un grand nombre d'habitants. Vous aviez donc une maison centrale de 300 places. La mine, c'était donc la capacité d'accueil, avec un nombre de 38 cales à l'intérieur. Mais la mine, au moment où ce rapport a été consolidé, c'est-à-dire en mars 2023, il y avait précisément à la maison centrale 1764 prisonniers. 1764 prisonniers. Ouais. Ça veut dire 5 fois plus sa capacité d'accueil. Ouais. En d'autres termes, si vous aviez une cale... 15 fois plus. Non, c'est 300. 300, oui. C'est 5 fois plus. Bien. Oui. Ouais. C'est au moins quoi? C'est un peu plus de 5 fois plus, ce nombre. Parce que pour 300, vous avez jusqu'à 1500. Disons même plus ou moins 6 fois. 6 fois plus sa capacité. En d'autres termes, la mine, si vous aviez une cale qui doit accueillir 10 personnes, vous allez trouver à l'intérieur de cette cale 60 personnes. 60 personnes. Ouais. Pour une cale qui devait accueillir 10 personnes, vous retrouvez à l'intérieur au moins 60 personnes. Ça va être les mêmes sanitaires. Là où normalement il aurait dû donc y avoir 6 sanitaires, vous allez vous retrouver à avoir 60 personnes pour utiliser un seul sanitaire. Imaginez la contagiosité d'un tel environnement. Ouais. Le gars, il est malade, il a sa chaude pisse, il a, je sais pas moi, sa gonorrhée, sa gale, il va vous la transmettre à vous tous. Vous allez tous l'avoir. Là, sa tuberculose, vous allez tous l'avoir. Et d'ailleurs, sur le cas de la tuberculose... Vous savez que combien de fois le Covid avait fait des ravages. Mais Rudy, sur le cas de la tuberculose, je crois que c'était du côté de Fourcaria, le rapport même évoquait cela. Vous trouvez des malades tuberculeux avec d'autres. Mais c'est la catastrophe sanitaire pour tout le monde. Et donc, on prend des gens comme ça, on les y met. La prison civile de Fourcaria, c'est-à-dire tellement elle est vieille, on ne sait pas en quelle année elle a été créée. Elle a été construite. C'est comme nos grands-grands-parents ont dit, il est né vert. La prison civile de Fourcaria a été construite vert. Vers quoi, on ne sait pas. Il n'y a pas d'année. La capacité d'accueil là-bas, c'est 60 personnes pour cette prison civile. Mais il y a une seule cale opérationnelle. J'ai expliqué ça. 60 personnes pour 6 cales à la construction. Ça veut dire maximum 10 personnes par cale. Bon, il se trouve qu'il n'y a plus 6 cales. Il n'y a qu'une seule cale désormais. En clair, la capacité d'accueil est réduite de 90%, même plus. Et donc, on se retrouve dans un endroit où la prison civile de Fourcaria ne devait accueillir que 10 personnes. Vous voyez un peu, 10 personnes. Maintenant, voyez combien de personnes ils en ont. À la place de 10, ils en ont 93. Sans oublier dans une seule cale. Sans oublier qu'on peut envisager qu'après Koya, après la destruction de l'attaque de Koya, que certains prisonniers aient probablement été transférés là, à cause de la proximité. Non, avant d'ailleurs. Le rapport d'ailleurs mentionne 2 détenus venant justement de Koya. Le rapport d'ailleurs mentionne là-bas. Et bien voilà, tu as eu la justesse de le voir. Et puis à la prison civile de Dubreka, elle aussi, on ne connaît pas la date de création, de construction. Elle aussi, elle a été créée vers. Mettez la date qui vous convient. La capacité d'accueil, 50 places. Et en fait, les cales, j'ai vu le ratio, les cales, c'est en fait 10 personnes par cale. 10 personnes par cale. Mais en lieu et place de 50 personnes, nous en avons 275 à la date de la consolidation de rapport. Et ça, c'est Dubreka. Kindia, 1938. Année de construction. Pour 150 personnes en termes de capacité d'accueil, pour 6 cales. À la place de 150 personnes, il y en a aujourd'hui 417. Donc, à la date de la consolidation de ce rapport. La mine, ce type de drame arrive, parce qu'on parlait de ces décès en milieu carcéral, ce type de drame arrive, en particulier au-delà des conditions de détention, parce que je crois que c'est Mara qui était dessus. La canicule dont on parle, la raison, la voici, la mine. Il y a des cas où vous êtes obligés de vous accroupir pour avancer. Tellement c'est bas. On dirait les maisons de Kaloum, là. C'est tellement bas que tu es obligé de t'accroupir pour avancer.
Et c'est la même chose dans les toilettes. Les gens sont obligés de s'accroupir comme dans un trou de rat et pour avancer, aller faire son petit besoin et revenir. Et ça compte pour les femmes, ça compte pour les hommes. Lamine, il faut questionner la problématique du personnel soignant. Parce que s'il y a un personnel soignant qualifié autour, on peut éviter pas mal de drames. Mais voyez ce qui se passe. En mars 2023, date de consolidation de ce rapport, pour la maison centrale, vous avez 253 agents pour les gardiens et 220 gardes, dont 30 femmes. Voilà. Les greffiers, vous en avez 3, dont une femme. Maintenant, le personnel soignant. Toute la maison centrale de Coronti, à la date de mars 2023, pour 1764 prisonniers, vous avez un seul médecin titulaire, 2 infirmiers, 4 laborantins et 4 stagiaires. Maison centrale. Pour la prison civile de Dubreka, pour tous les gardiens que vous pouvez compter, vous en avez 9, dont le régisseur de la prison. Vous avez un greffier, Lamine, 0 personnel soignant, la prison civile de Dubreka à la date de mars 2023. 0 personnel soignant. Tu fais une crise là-bas, tu fais une détresse respiratoire par exemple. Mais Lamine, tu es cuit. C'est le cas à Koya là. Eh bien voilà. Tu as quoi? Un arrêt cardiaque. Comment on va te faire repartir? Alors qu'il n'y a aucun personnel soignant. Aucun personnel soignant. Et je pourrais mettre ma tête à couper que même les gardiens, aucun n'a été préparé à ce type d'exercice-là. Parce que ça s'apprend. Voyez un peu les conditions dans lesquelles les Guinéens sont détenus. Je vais à Forikaria. 10 agents, donc en parlant des gardiens, 10 agents dont le régisseur. Lamine, il y a un seul greffier et un seul médecin. La maison centrale de Kindia, là c'est plutôt énervant. C'est énervant parce qu'on parle quand même de Kindia. Kindia, c'est pas rien. C'est la deuxième maison centrale. Eh bien, voyez ce qu'il en est. Deux, c'est Conakry et Kindia. Alors, là-bas, il y a 17 gardes, dont une femme, ça va. Il y a 2 greffiers. Et il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas d'infirmier. Il n'y a pas de laborantin. Et il n'y a pas de stagiaire. Il n'y a qu'un ATS. Un ATS, c'est un agent technique de santé. Pour être ATS, c'est simple. Vous avez les infirmiers d'État. Eux, ils vont jusqu'au bac. D'accord? Ils peuvent avoir le brevet à partir du brevet, je crois, ou le bac, je ne sais plus. Le bac, ils ont accès pour être infirmiers. Maintenant, les ATS là, Lamine, les ATS, tu parles français. Tu écris un peu. On te prend, on te met là-bas. C'est toi, tu es là-bas. En fait, normalement, même injecter quelqu'un, ce n'est pas un soin auquel tu dois aller. C'est les petits trucs, aider le malade à se lever et lui montrer comment... C'est des choses comme ça que lui, il fait. Voilà. Parce qu'il y a des soins infirmiers dévolus aux infirmiers et il y a les ATS qui, eux, en fait, sont au plus bas niveau de la chaîne de la santé en Guinée. Pour tout Kindia, vous avez un ATS. Quand vous avez une telle crise là-bas, qu'est-ce que vous faites? On en a parlé avec Charles ici. On lui a présenté ce rapport-là. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Le seul projet dont nous savons qui est en cours, à l'exception de l'autre à l'intérieur du pays, c'est bien la maison centrale. Et vous voyez dans quelles conditions est-ce qu'on est allé à cela? Est-ce être... D'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de relancer le projet de Yerekogia plutôt que de procéder à une extension de la maison centrale? À quel coût? Et à quel coût? À plus de 47 milliards. Pourquoi ne pas déjà avoir pensé à relancer le projet de Yerekogia pour en finir avec l'insécurité que représente la maison centrale de Conakry en plein centre-ville de Conakry? Vous vous rendez bien compte? On aime des solutions conjoncturelles. On ne réfléchit pas sur la durée. C'est ici que je vous ai dit. Je reviens là-dessus, Lamine. On parlait de la résidence du Premier ministre. La résidence du Premier ministre, on part mettre 7 milliards dedans. Et d'ailleurs, les gens crient. On dit non, c'est trop d'argent. Je dis, mais on est quel pays? Là où on aurait dû aller trouver un espace et nous bâtir un château digne d'une république.
On s'en va mettre de l'argent dans des choses comme ça, parce que ça, j'appelle pas ça résidence, dans des choses comme ça. Demain, on va dire que c'est devenu petit. Il faut encore sortir de l'argent et vous verrez, on ne voudra pas mettre suffisamment d'argent dedans. On ne voudra pas faire un projet qui tienne dans la durée. Pour revenir à notre sujet, Lamine, je pense qu'il faut une dose d'humanité quand on gère la justice, parce qu'on gère d'abord l'homme. Mohamed Ali faisait bien d'évoquer le cas. On va dire administration pénitentiaire et réinsertion. Lamine, la réinsertion. Mais qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui? Les dignitaires d'hier, auxquels on faisait justement ces mêmes reproches, beaucoup d'entre eux se retrouvent où? Dans la même maison centrale. En fait, humaniser les prisons, c'est pas faire un cadeau à des prisonniers ou faire un cadeau à ses opposants. En réalité, c'est ton devoir. C'est ton devoir parce que ça peut rattraper n'importe qui. Pour preuve, aujourd'hui, la plupart des vieilles personnes qui ont été incarcérées dans l'affaire de la CRIEF, la plupart d'entre eux sont dans les hôpitaux, on n'en parle pas. Mais Clinique Pasteur, l'autre pensionnaire y est depuis près d'un an. Damaro est ici, Sino-Guinéen depuis près d'un an. Parce qu'il ne peut pas tenir les conditions justement d'incarcération. Oui. Le CNRD sait que s'il les maintient là-bas, ben, ils vont passer de vie à trépas et c'est lui qui va devoir en assurer les pots cassés. Mais quand vous voyez cela, ça doit vous donner à réfléchir. Ça doit vous donner à réfléchir. Et comme le dit Agalawal, je vais terminer là-dessus, entre prisonnier et président, les deux pays, ils se ressemblent quelque part. Tu peux quitter la prison les grandes gueules. La présidence comme Diomaye, comme il a parlé aussi de Gbagbo, tu peux quitter aussi la présidence pour la prison. En tout cas, les deux, il y a beaucoup de paix. Voilà. Non, mais je suis sûr que certains, et bon, après ils le savent, mais quand tu sais que tu vas finir en prison, continue en attendant d'y arriver. Je pense que le CNRD doit savoir ça. C'est pas une prophétie, hein, mais quand tu gères le pouvoir, quand tu gères, tu vas devoir rendre compte. Et si ça tombe sur toi, tu vas passer par la case prison. Donc tant que tu y es, réfléchis à mieux organiser ça. C'est pas pour rien, Lamine, qu'au Ghana, les églises sont invitées dedans. Elles ont vu les conditions de détention des gens, elles se sont dit, mais on ne peut pas être chrétien dans un pays comme ça sans nous lever et proposer un meilleur cadre aux gens. Ouais. Ils ont construit des prisons et ils les louent désormais à l'État. C'est-à-dire que quand tu attrapes, quand quelqu'un est face à la justice, lui, il prie pour qu'on l'envoie dans la prison de l'église. Moi, je veux quand même inviter les gens qui en ont les ressources, pas que les églises, mais des gens qui en ont les moyens en Guinée. Je pense que ça va être un acte humain de montrer la voie à cet État s'il est d'accord. Si le ministère de la Justice et si l'État est d'accord, qu'on accepte d'ouvrir ce segment-là à des gens qui veulent une meilleure vie aux gens. Ça reste un domaine d'affaires, hein, la prison. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Tu sais, il y en a d'autres qui viendront. Que la gestion des rations, la gestion de tout ce qui doit arriver pour les détenus, ça sera fait dans une maison ou, si tu veux, dans un établissement privé. Oui. Bien. Par conséquent, eux, ils vont perdre quoi? Merci. Leur nem-nem. Mais voilà. J'imagine qu'il y a tout ça dedans. Tu penses qu'ils vont pousser cette réflexion? J'imagine donc qu'il y a tout ça dedans. Est-ce qu'ils vont payer d'abord? C'est ça aussi le problème. Parce que ceux qu'ils ont sous leur responsabilité, ils n'arrivent pas à leur prendre en charge. Merci beaucoup. Si maintenant c'est avec un privé. Voilà. C'est une phrase simple, hein, Lamine. La manière dont, je reviens là-dessus, la manière dont on gère nos prisonniers, la manière dont on gère le faible, le pauvre, la manière dont on gère même nos cimetières et nos hôpitaux, c'est un reflet, Lamine, un juste reflet, un reflet fidèle de l'âme de nos peuples. Bien. Et c'est une insulte que l'on se fait à nous-mêmes en continuant à traiter nos compatriotes qui sont en prison comme des moins que rien, même moins que des animaux domestiques que nous avons donc chez nous. Je pense qu'il faut un effort et une véritable volonté justement d'améliorer ce segment-là. Merci beaucoup, hein, mon cher Tamba. Vous restez avec nous sur Espace.